Allez, aujourd'hui, on se constitue la boîte à outils, celle qui est juste indispensable pour analyser n'importe quel texte au bac de français. On va décortiquer ensemble les 6 mécanismes clés, ceux qui font vraiment tourner un récit, pour qu'on puisse les déconstruire avec brio et surtout sans paniquer. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il y a une règle d'or, une règle sacrée en analyse. Ne jamais, mais alors jamais, confondre l'auteur, la personne en chair et en os qui écrit, et le narrateur. Le narrateur, c'est cette voix, cette construction qu'il ou elle invente pour nous raconter l'histoire. C'est vraiment la base pour éviter le contresens monumental. Alors voilà notre feuille de route. D'abord, on se demande qui parle avec la situation d'énonciation. Juste après, qui voit? C'est la question des perspectives. Ensuite, on écoute les voix rapportées dans les dialogues. Puis, on joue avec le temps, ordre et rythme. On regardera aussi comment on entre et on sort d'une histoire avec le début et la fin. Et pour finir, on fera une petite pause sur la description. Allez, on attaque. Ok, premier outil dans notre boîte, la situation d'énonciation. C'est vraiment le BABA. Avant même de se demander ce qui est dit, la question fondamentale, c'est qui parle, à qui, où et quand. C'est un peu comme la carte d'identité de chaque parole qu'on lit. En gros, ce concept, c'est une invitation à jouer les détectives. Il faut repérer ces 4 éléments. Qui parle, à qui, où et quand. Et une fois qu'on a ça, on a des indices en or sur les intentions des personnages, leurs relations et tout le contexte de l'action. Alors là, il faut bien distinguer 2 cas de figure. D'un côté, on a l'énoncé ancré. Il est ancré dans une situation précise. C'est subjectif. Quand un personnage dit « je suis ici aujourd'hui », si on ne sait pas à qui est ce « je », où est ici et c'est quand aujourd'hui, la phrase n'a aucun sens. De l'autre côté, l'énoncé coupé. Lui, il est autonome, objectif. Pensez à une voix d'historien. Il arriva en France ce jour-là. Pas besoin de contexte, tout le monde comprend. Bon, maintenant qu'on sait qui parle, on passe à la suite logique. À travers les yeux, de qui est-ce qu'on voit la scène? C'est ça, notre deuxième outil, la perspective. On appelle aussi ça la focalisation. En clair, on passe de l'oreille à l'œil. Et la question clé à se poser, c'est toujours « qui perçoit ?» Il faut bien garder ça en tête. Dans un récit, rien n'est jamais neutre. Jamais. Tout ce qu'on lit est filtré par un regard, par une conscience. La focalisation, en fait, c'est tout simplement le choix de la caméra. Où est-ce que l'auteur la place? Est-ce qu'elle est sur l'épaule d'un personnage pour qu'on vive l'action avec lui? Ou est-ce qu'elle est posée au loin pour observer la scène? Ou alors, est-ce que c'est une caméra magique, capable de sonder les pensées de tout le monde? Ce choix est crucial, parce qu'il va déterminer tout ce qu'on va savoir et surtout tout ce qu'on ne saura pas. Concrètement, il y a 3 options. D'abord, la focalisation externe. Imaginez une caméra de surveillance. Elle filme tout, mais de l'extérieur. On ne sait pas ce que les gens pensent. C'est génial pour créer du suspense. Ensuite, la focalisation interne. Là, on est dans la tête d'un personnage. On voit par ses yeux, on ressent ses émotions. Ça crée une connexion. Et enfin, la focalisation omnisciente. C'est le mode Dieu. Le narrateur sait absolument tout. Le passé, le futur, les pensées de tous les personnages en même temps. Ok, on sait qui parle, on sait qui voit. Maintenant, comment est-ce qu'on entend les personnages? Comment leurs dialogues sont-ils intégrés dans le récit? C'est notre 3e outil, les fameux discours rapportés. Pour faire parler ces personnages, un narrateur dispose de 3 techniques principales. Et attention, ce n'est pas juste un détail technique. Le choix de l'une ou de l'autre, ça change absolument tout à la dynamique d'une scène. Ce tableau résume parfaitement les 3 options. Le discours direct, c'est le plus simple, on met des guillemets et on cite mot pour mot. « Je suis fatigué ». C'est direct, c'est vivant. Le discours indirect, c'est un résumé, le narrateur rapporte les paroles. Il a dit qu'il était fatigué, c'est plus rapide, mais aussi plus distant. Et puis, il y a le discours indirect libre, le plus fin. La pensée du personnage fusionne avec la voix du narrateur. Il marchait, quelle fatigue. Il n'y a pas de guillemets, mais on est bien dans sa tête. C'est une technique hyper expressive. Alors un récit, ce n'est pas juste des voix et des regards. C'est aussi une histoire de temps. Un auteur, c'est un peu un monteur de film. Il peut couper, accélérer, revenir en arrière. Il joue avec la chronologie. C'est ça notre 4e outil, l'analyse de l'ordre et du rythme du récit. Un bon récit, ça ne va que très rarement en ligne droite. Les auteurs adorent casser cette chronologie. D'un côté, avec des analepses, ce qu'on appelle plus simplement des flashbacks, pour nous éclairer sur le passé. De l'autre, avec des prolepses, des sortes de flash-forwards, pour nous donner un avant-goût du futur, ce qui crée du suspense ou un sentiment de destin. Et au-delà de l'ordre, il y a le rythme, la vitesse. Il y a 4 vitesses narratives. D'abord, la scène. Le temps du récit est le même que le temps de l'histoire, c'est du temps réel.
Puis le sommaire. Là, on passe en accéléré. On résume des mois en quelques lignes. Ensuite, la pause. Le temps s'arrête net, souvent pour une description. Et enfin, l'ellipse. C'est un bond dans le temps. On saute une période et hop, on se retrouve des années plus tard. Ça pique la curiosité, hein? Allez, on s'attaque maintenant aux portes d'entrée et de sortie du récit. Parce que dans une histoire, la première et la dernière impression, c'est fondamental. C'est notre 5e outil, l'analyse de l'incipit, le début, et de l'excipit, la toute fin. Les toutes premières lignes, ce n'est jamais anodin. C'est comme un contrat que l'auteur nous propose. L'incipit a des missions bien précises, des missions stratégiques pour nous hameçonner, pour nous attraper dès le début. Un bon début, ça doit faire 3 choses à la fois. D'abord informer, nous donner le décor, les personnages, ensuite établir un pacte, nous dire dans quel genre d'histoire on met les pieds, et enfin, bien sûr, capter l'attention, nous donner envie de tourner la page. C'est une véritable promesse. Et si l'entrée est capitale, la sortie l'est tout autant. L'auteur a 2 grands choix. Soit il ferme la porte à double tour, c'est la fin fermée, tout est bouclé. Soit il la laisse grande ouverte. C'est la fin ouverte, celle qui nous laisse avec nos questions, celle qui nous pousse à imaginer la suite. Et souvent, c'est celle qui nous marque le plus. Et on arrive à notre 6e et dernier outil. C'est le moment de la pause sur image. C'est la description. L'action s'arrête et le narrateur prend le temps de nous peindre un tableau, que ce soit un lieu, un objet ou un personnage. C'est ce qui nous permet de nous immerger totalement dans l'univers du récit. Mais attention, hein, une description, c'est rarement juste une pause pour faire joli. C'est un outil super puissant pour construire le monde de l'histoire et surtout pour distiller un sens caché, un sens plus profond. Une description, ça peut avoir plein de fonctions en même temps, il ne faut jamais l'oublier. Elle peut être narrative pour nous donner des infos essentielles, elle peut être esthétique pour montrer le talent de l'auteur, elle peut être symbolique, là chaque détail compte, et elle peut même être argumentative pour faire passer une idée, un jugement sur ce qui est décrit. Et voilà, notre boîte à outils est complète. On récapitule la situation d'énonciation, la focalisation, les discours apportés, l'ordre et le rythme, l'incipit et l'excipit et la description. Avec ces 6 clés en main, on est paré pour ouvrir n'importe quel texte et comprendre comment il fonctionne de l'intérieur. Mais le plus important à retenir, c'est que ce ne sont pas des règles rigides à appliquer bêtement. Ce sont des clés qui transforment la lecture. On ne fait plus que consommer une histoire, on mène l'enquête. Alors la prochaine fois qu'on ouvre un roman, la vraie question c'est par quelle porte est-ce qu'on va entrer? Quelle clé va-t-on utiliser en premier pour commencer à percer ses secrets?